d'envahir un peu le territoire de nos panélistes. Et puis, j'aimerais ça, si vous pouviez, à l'occasion de vos interventions, je sais que chacun, chacune, dans vos domaines, vous faites aussi votre propre expérimentation. Vous avez des expériences concrètes dont nous souhaitons que vous veniez témoigner au micro qui vont se promener dans la salle. Donc là, j'aimerais bien que vous n'hésitiez pas, racontez-nous ce que vous faites, parce que c'est vraiment, ce qu'on veut, c'est faire un échange d'expériences avec nos panélistes qui vous ont déjà parlé un peu de la leur, qui vont nous en parler encore plus en profondeur. Alors, allez-y. Est-ce que quelqu'un veut briser la glace? Je m'appelle Lola et je suis étudiante en psychologie. Et je suis un stage à la Fondation du Dr Julien, à l'AED. En fait, on a beaucoup parlé des bases puis des principes fondamentaux, mais j'aimerais ça qu'on parle peut-être pour chaque organisation. C'est quoi, au jour le jour, les interventions que vous faites? Parce que moi, je les connais, celles de la Fondation du Dr Julien, mais je trouve que ça serait intéressant peut-être de parler plus concrètement de ce qui peut être fait. Qu'est-ce qu'on fait à la Fondation? On fait aux 2 centres de pédiatrie sociale d'Hochelaga et de Côte-des-Neiges. En fait, évidemment, le cœur du modèle, hein, l'entrée, la porte d'entrée, ce sur quoi on met beaucoup l'emphase, c'est ce qu'on appelle le cœur du modèle, qui est l'évaluation, l'orientation. Donc, comment on accueille les gens, donc par l'accueil, l'écoute, la reconnaissance, le non-jugement, on en a beaucoup parlé. Évidemment, tout ça se fait autour, on a parlé aussi tout à l'heure d'une table de cuisine, donc cet accueil-là, cette évaluation-là se fait autour d'une table de cuisine, dans une atmosphère, dans le fond, qui est comme plus familiale, conviviale, où tous ceux qui sont autour de l'enfant, donc on parlait des différents partenaires aussi, on parlait des adultes significatifs autour de l'enfant, les parents évidemment, mais on parle également des grands-parents, des amis de la famille, on peut parler de l'école, on peut parler des autres intervenants, centre jeunesse, CLSC, les autres organismes communautaires, ceux qui sont impliqués et significatifs auprès de l'enfant, où tout le monde partage, en fait. Donc, c'est quoi la réalité? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les inquiétudes? Comment on peut faire tout le monde ensemble pour aider cet enfant-là? Ça nous amène à une compréhension qui est globale, donc tout le monde est au fait de ce qui se passe, tout le monde a la même lecture. Et ensuite, ce qui nous amène dans ce qu'on appelle un plan d'action. Donc, on déploie ce plan d'action-là, tout le monde en cohérence. Donc, ça, c'est vraiment le cœur. Je parlais tantôt d'une approche égalitaire, donc où on prend en compte les droits des enfants, les droits bafoués des enfants, et comment on va intervenir pour justement travailler sur ces déterminants-là qui vont faire en sorte qu'on va arriver à, je dirais, aider ou accompagner cette famille-là dans une trajectoire plus facile. Donc, ça, c'est vraiment l'accueil. Ensuite de ça, se déploie un plan à l'interne et à l'externe. Donc, on a des enfants qui sont on peut parler d'enfants en difficulté au niveau de la stimulation. Donc, on va référer les enfants plus au type d'atelier de stimulation précoce. On peut parler d'enfants qui ont des traumatismes. Donc, on peut parler d'art-thérapie, de musicothérapie. On peut parler de références à l'externe aussi. On a parlé tout à l'heure du projet Ruelle. On peut parler du volet 6-12 ans. On parle de mentorat. Donc, on parle d'accompagnement par des adultes positifs, significatifs, qui vont transmettre une passion à un enfant. On parle d'ergothérapie. On parle donc tous les services, en fait, qui peuvent être mis en place pour aider cet enfant-là. Donc, ça, c'est un peu les services... Nous avons 2 composantes à dans les cliniques. Nous avons les omnipraticiens, les médecins de famille. Bon, pour nous, ce sont des infirmières. Ce sont des praticiennes, des infirmières praticiennes. Et donc, comme on ne savait pas trop quoi faire avec elles, on nous les a données. Donc, les infirmières cliniciennes font les services de santé de première ligne. Et nous avons aussi un certain nombre de pédiatres spécialistes qui sont là pour faire de la consultation sur place. Les infirmières cliniciennes ont chacune donc une maternelle à laquelle elles vont, une école primaire ou une école secondaire. Donc, elles vont passer du temps dans chacune de ces écoles et là, elles rencontrent des élèves individuels que, bon, la maternelle ou l'école
leur envoie. Et elle travaille aussi avec l'infirmière en santé publique qui fait, par exemple, de la vaccination ou qui ont des mandats très publics. Donc, notre rôle comme infirmière de santé publique, c'est maintenant précisé de façon très minutieuse. Alors, les infirmières cliniciennes travaillent avec la santé publique et avec les enseignantes autour d'un enfant individuel, où elles peuvent aussi travailler en consultation avec un groupe d'élèves, font beaucoup d'interventions, d'évaluation en développement de l'enfant. Alors, par ailleurs, donc, c'est ce cas qui a été publié. Il y a un programme où plusieurs enfants avaient été référés pour des interventions en santé mentale, un programme en santé mentale. Il y avait une liste d'attente d'1 an, parce que le modèle, c'est que l'enfant devait aller à tel endroit recevoir des traitements. Donc, nous avons apporté le problème à notre table. Nous avons cette table de concertation hebdomadaire et on dit, par exemple, vous savez, il y a un problème ici. Il y a 12 enfants qui ont besoin de traitement en santé mentale. Ils ont 4 ans. Ils ne doivent pas attendre 1 an pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a amené les gens de la santé mentale. Enfin, on a fait venir donc des personnes clés et on s'est demandé comment on pourrait agir autrement. Et les gens du programme de santé mentale ont dit pourquoi ne pas venir travailler directement dans la maternelle en question. Donc, nous avons trouvé une nouvelle façon pour les gens de faire leur travail, mais de le faire d'une façon qui est beaucoup plus efficace pour le problème que nous avions. Ça, c'est le genre de choses dont nous parlons à nos réunions hebdomadaires. On ne parle jamais d'enfants, on parle de problèmes. Un autre exemple, vous avez donc l'infirmière clinicienne qui se fait référer à un enfant donc, qui s'endort régulièrement en classe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, finalement, son papa, il vivait avec son papa qui était monoparental, qui était seul. Ils n'avaient pas d'endroit où vivre. Alors, il dormait tantôt chez un ami. Ensuite, le père recevait de la formation. Il n'avait pas beaucoup de revenus. Donc, l'enfant ne savait jamais trop où elle allait dormir. Et son père, donc, était très aimant, mais elle ne savait pas qui serait là quand elle s'éveillerait, qui serait à la maison quand elle rentrerait de l'école. Donc, il y avait différentes sources de stress toxique, là. Donc, c'est là un cas que l'équipe clinique va discuter pour voir comment intervenir. Les partenaires communautaires ont dit, donc, on va l'inscrire au programme après l'école. Donc, elle pourra avoir un repas à ce moment-là. Elle pourra avoir un accompagnement pour ses devoirs. Ce sera à la fin de la journée. Ensuite, plus tard, le père viendra la chercher. Alors, la clinicienne donc, a écrit au programme de logement de la province pour dire, voici une famille qui a besoin de logement. Après 6 semaines, ils ont eu un logement. Et l'enfant, donc, avait maintenant un programme beaucoup plus régulier. Donc, elle commençait la journée et la terminait avec ses amis. Façon de mettre les choses en ordre. Donc, elle était, si vous voulez, défavorisée ou menacée, mais sur une base temporaire. De même, nous avons beaucoup de très jeunes parents, des parents de 17 ans qui ont des bébés et qui viennent donc dans un quartier très défavorisé, pas d'amis, isolés. Alors, la communauté dit qu'il faut pouvoir soutenir ces parents dans leur façon d'être parents. Et ils mangent à toutes sortes d'heures parce que, les enfants ont faim, il n'y a pas assez d'argent, donc on sait... pourquoi ne pas avoir un programme d'aide pour ces familles? Alors, les services communautaires vont faire la cuisine. Le pédiatre viendra sur place pour rencontrer ces jeunes adultes. Et nous avons un pédiatre spécialisé pour les adolescents et nous avons une infirmière clinicienne. Donc, en 3 mois, ils ont commencé à établir des liens avec eux. Maintenant, donc, il y a des liens clairs avec la clinicienne, le pédiatre, donc, leur apprend donc comment être plus heureux, donc avant d'aller dormir. Et alors, ce sont ces exercices de règlement de problèmes qu'on fait chaque jeudi. Alors, on avait ce groupe de jeunes, donc le mercredi, on essaie de trouver quelque chose en faisant venir donc les professionnels concernés. Donc, il y a donc
des consultations personnelles et ensuite, on peut très bien donc, prendre une famille pour les conduire à l'hôpital pour qu'ils voient un spécialiste parce qu'ils sont terrifiés donc, de l'hôpital, terrifiés d'aller voir les gens là-bas. Donc, on va les accompagner. À ce moment-là, il y a un travail d'éducation mutuelle qui se réalise lors de cette rencontre entre la famille et le personnel de l'hôpital. Ensuite, le pédiatre donc, agira donc, comme consultant, c'est peut-être en dermatologie, par exemple. Donc, tout le monde, personne n'a de problème pour parler de problèmes de peau. Ça c'est pas grave. Ça, c'est un sujet qui n'est pas effrayant, qui ne fait pas peur. Bon, ça dépend quelle sorte, mais enfin, disons, si on parle d'irritation à cause des couches, là, bon. Alors, donc, les gens vont facilement commencer par parler d'un problème d'irritation de la peau hein, pour ensuite passer à d'autres choses, hein, en passant, soit dit en passant. Hein. Bon, maintenant, la recherche, si vous voulez. Mais oui, si vous voulez. Donc, pour les services que nous rendons. Comme pédiatre, moi, je vois des patients 4 jours, 1 par semaine. Nous sommes dans 4 écoles, 3 écoles primaires et 1 école secondaire. Et on voit donc les élèves d'une école ou l'autre selon nos cliniques. Et on reçoit aussi des jeunes d'une vingtaine d'écoles différentes. Mais c'est surtout des problèmes de développement et de santé mentale pour lesquels nous voyons les enfants. C'est intéressant parce que nous avons d'excellentes relations avec les écoles, mais parfois, moi, je ne sais pas quelle est la relation des parents avec l'école. Et mon rapport avec les familles sont très différents. Et une chose auquel il faut faire attention, c'est la confidentialité. Donc, en fait, la confidentialité, c'est un peu un mythe hein, pour les pauvres. En fait, on parle constamment des enfants et en fait, on parle de ces problèmes là où on ne devrait pas. Et quand je vois les gens pour la première fois, donc je vois de 2 à 4 nouveaux patients par jour, passons 1 heure pour la première visite et les visites de suivi sont d'1 demi-heure. Nous voyons de 8 à 12 patients de suivi chaque jour. Très souvent, avec les parents, on apprend donc à lire aussi le langage non verbal. Hein. Je demande souvent donc aux patients, aux parents, pourquoi ils viennent me voir. Parce que j'ai appris que parfois, l'école va dire aux gens de venir me voir. Et pour les gens qui sont un peu démunis, c'est très important d'avoir le choix. Et je dis aux gens, vous n'êtes pas obligé d'être ici. Vous pouvez sortir, ça ne doit pas m'insulter. Je ne voudrais pas que les gens me disent, allez voir quelqu'un à un moment où ça ne me convient pas. J'en ris aussi un petit peu, mais quand je rencontre des patients et des familles, je dis aux gens, écoutez, moi, je ne travaille pas pour l'école, je travaille avec l'école. Je ne travaille pas pour le ministère des Services sociaux, je ne travaille pas pour la police, je ne travaille pas pour les services d'autorité. Je travaille pour l'enfant. C'est très important de faire comprendre aux gens pour qui vous travaillez et à qui va votre loyauté. Et il ne s'agit pas de manquer de respect pour le système scolaire et le personnel de l'école sait que je fais ça. Je dis toujours aux parents, donc, tous les renseignements que je communique aux écoles, eh bien, c'est parce que j'aurais reçu l'autorisation des parents pour le faire. Et on n'a jamais eu de problème là-dessus jusqu'à maintenant. Aux adolescents et aux parents aussi, je leur donne le choix de revenir me voir. C'est à eux de décider. Et on a parfois eu des problèmes parce que c'était quand les gens donc prenaient les rendez-vous. Il y a quelques personnes qui vont prendre des rendez-vous pour les parents sans vérifier si ça convient aux gens de venir à ces heures-là, en supposant que les gens qui sont sur l'aide sociale n'ont pas à avoir d'horaire. Hein. Alors, ils n'ont rien d'autre à faire que d'aller aux rendez-vous qu'on leur a fixés. Alors, donc, il faut avoir conscience de ça. Donc, je vois des patients 4 jours et demi par semaine. Souvent, je suis en liaison avec la psychologue, le travailleur social, l'école. Dans chacune des écoles, nous avons des réunions de cliniciennes pour discuter des problèmes qu'elles veulent nous présenter ou des possibilités de référence aussi. Nous avons une session de formation par mois, en général. Parfois, c'est moins fréquent. Une chose importante à signaler,
c'est que nous sommes dans les écoles. Nos cliniques sont ouvertes aussi pendant les mois d'été. C'est l'été que les adolescents ont des problèmes, surtout. C'est là que les écoles communautaires, donc dans les quartiers défavorisés de Saskatoon, donc les communautés donnent beaucoup de services, mais tout à coup, à la fin juin, l'école ferme et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien comme appui donné aux familles. Alors, être là pendant l'été, ça permet de maintenir le lien et ça donne aux parents une voie d'accès. S'ils ont des problèmes, s'ils ont besoin donc d'un conseiller ou quelqu'un qui peut les aider, donc nous pouvons certainement être présents et leur donner un coup de main. Nous faisons du plaidoyer pour nos patients, que ce soit auprès du ministère des Services sociaux, par rapport, par exemple, un jeune de 14 ans qui est son mot à dire dans le placement qu'il aura. C'est des choses donc qu'on fait. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame Line? Alors, je voulais dire que j'ai peut-être je veux souligner l'importance d'avoir une chercheuse sur l'équipe. Parce qu'une des choses qui ont été importantes pour notre projet, c'est de pouvoir faire la preuve, démontrer. L'importance du travail des cliniciennes, de ce que disaient les cliniciennes et ce que disaient les familles à propos du modèle. Donc, moi, je suis responsable de la recherche et donc nous avons un spécialiste des soins primaires, nous avons responsable de la recherche et un autre responsable, mais on ne peut pas avoir plus de coordonnateurs, ce sont les moyens, donc limité. Mais c'est important que les gens comprennent. Moi, je suis une infirmière, mais je ne suis pas une infirmière clinicienne. Alors moi, je ne participe pas à la discussion clinique. Je fais bien attention de respecter cette limite, cette frontière. Notre recherche est subventionnée par des organismes nationaux, donc c'est toujours révisé, étudié par des pairs. C'est important que les gens le sachent. Je pense que ma contribution la plus importante a sans doute été d'aller chercher donc de l'information dans l'expertise des autres et de pouvoir présenter ça à différents publics. Et je me rappelle que quelqu'un m'a demandé un peu plus tôt, c'est que la première conversation que nous avons eue avec le directeur du département de pédiatrie à propos de ce modèle, eh bien, il a pris donc le Journal of Pediatrics, il y avait un éditorial rédigé par le doyen de la faculté de médecine de McGill ou enfin le responsable du département de pédiatrie à McGill, qui disait donc la pédiatrie sociale, c'est important, il faut le faire. Ça, pour nous, c'était un atout considérable d'avoir une autorité comme celle-là. Donc, bien sûr, en Colombie-Britannique, on est tellement en retard sur tout. Donc, c'était important en Colombie-Britannique, il faut que ça soit important. Si c'est important au Québec, il faut que ce soit important en Colombie-Britannique, disait-on. Alors, on m'invite à des réunions, parfois parce que on souhaite que je fasse état de la recherche que je fais sur les sites, mais il est utile d'avoir un point de vue différent à la table. C'est aussi important d'être sûr que les questions qui sont posées, bien, c'est vraiment les questions pour lesquelles vous voulez avoir des réponses. J'aimerais répondre à cette question parce que j'aimerais aussi lancer une invitation à des résidents universitaires qui voudraient venir à Rochester cet été. Nous avons une séance intensive de 2 semaines en travail de plaidoyer et de santé communautaire pour les professionnels de la santé. Donc, ça commence le 22 juillet pour 2 semaines. Et pour vous dire concrètement de quoi il s'agit, disons que vous êtes un résident donc, et que vous vous intéressez à des grands problèmes sociaux donc, qui ont un impact sur la santé, comme l'obésité. Donc, c'est particulièrement dans les manchettes actuellement, et on ne sait pas trop par où commencer. Et les gens se disent, donc, s'ils commencent à s'intéresser, comment est-ce que je peux faire plus que simplement peser les gens?
J'aimerais donc leur donner donc une brochure sur le brocoli et leur dire de faire de l'exercice. En fait. Alors, comme on l'a dit un peu plus tôt aujourd'hui, donc on sait un peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour changer les comportements et pour intervenir en milieu communautaire. Et il est possible donc d'apprendre ça. On peut donc enseigner ça aux gens. Et la façon dont nous le faisons, c'est qu'on commence par d'examiner donc les attitudes qu'on développe quand on suit son cours de médecine et qui ne sont pas nécessairement les meilleures pour travailler en milieu communautaire. Alors, une première journée, donc, on va au bord de la rivière, au bord du fleuve. Et, vous savez, l'été, c'est très beau à Rochester, donc c'est un cadre splendide. Alors, nous allons là, au bord de la rivière. C'est très détendu. Et puis, nous faisons des exercices qui portent sur la compétition par opposition à la collaboration, parce que on fait venir des résidents dans la communauté, mais on voit que ils ont été choisis parce qu'ils étaient compétitifs pour arriver à l'université, pour faire la faculté de médecine. Il faut être compétitif. Ce sont des gens qui sont très ambitieux, qui ont un sens de la compétition formidable. Mais ça, c'est pas nécessairement très bon pour travailler en partenariat au niveau de la communauté. Ils vivent dans un environnement qui est extrêmement hiérarchique. On donne des ordres, on reçoit des ordres. Et c'est pas non plus très collaboratif, tout ça. Alors, il faut désapprendre certaines choses, et c'est très amusant pour nous. J'espère que c'est amusant aussi pour les résidents qui font ces expériences, que de découvrir à quel point ils sont compétitifs et de voir comment ils pourraient commencer à penser d'une autre façon sur le mode de la collaboration. Alors, je ne décrirai pas en détail les exercices que nous faisons, mais vous pouvez imaginer un peu. Ça peut devenir assez fou, mais c'est... Et le lendemain, donc, nous commençons avec des cours et nous avons des stages sur le terrain. Une des choses, c'est que nous allons au cimetière, donc juste en face de l'hôpital. Et là, je demande aux résidents de voir les pierres tombales et de noter donc l'âge auquel les gens sont morts, donc il y a 100 ans, il y a 50 ans et plus récemment. Et la réponse est toujours très surprenante pour les étudiants en médecine. Et quand on se demande pourquoi donc cette réponse est étonnante et qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça vous dit sur les déterminants de la santé et comment on peut faire que les gens soient en meilleure santé. Donc, ça donne déjà une première image et alors on peut commencer à nous dire donc qu'est-ce qu'on peut faire sur l'obésité et on leur apprend donc certaines techniques comme par exemple le remue-ménage, le brainstorming qui, je n'avais jamais entendu parler de ça et on leur apprend donc comment donc on peut utiliser ça. Ensuite, on leur parle donc de la recherche fondée sur données probantes. Alors, mais ça, ils n'ont jamais pensé qu'on pourrait faire des choses en milieu communautaire, parce que si c'est en milieu communautaire, c'est du bénévolat, ça n'a pas d'importance. Vous y allez, vous faites ce que vous pouvez, c'est bien de faire ça, c'est beau. Mais ils n'ont jamais été confrontés donc à des critères pour évaluer l'efficacité de ce qu'ils font. On leur dit, vous ne voulez pas perdre votre temps, vous ne voulez pas gaspiller des ressources, vous voulez faire des choses qui fonctionnent. À la fin des 2 semaines, ils sont en mesure de préparer un plan d'intervention détaillée qui va vraiment aider les enfants de la collectivité. Et ceux qui travaillent donc avec nous, on les suit donc sur 2, 3, 4 ans pour développer un partenariat avec une agence communautaire et avec les gens du quartier où ils seront. Et on les amène à trouver quelque chose que tout le monde pourra accepter, qui sera un projet gagnant-gagnant pour la communauté. Je peux vous parler de toutes sortes de projets différents, dont on a 120 résidents donc, qui ont fait ce projet, donc CareTrack, ce projet de suivi. Et un des projets donc, auxquels je collabore un petit peu, par exemple, alors, vous avez un résident qui, il y a quelques années, était frappé de voir combien les patients à la clinique avaient donc cette espèce de groupe de problèmes constants. Donc, l'obésité et l'asthme, par exemple, ou les grossesses pour les adolescentes, ou la violence à l'école. Et très souvent, donc, les problèmes se retrouvent dans la même personne. Et il se demandait donc pourquoi il voyait revenir constamment les mêmes problèmes. Et le modèle médical, c'est qu'il y avait donc une solution pour tel problème, une autre solution pour un autre, mais on ne s'attaquait jamais donc à la raison pour laquelle ces patients présentaient constamment ces mêmes problèmes. Il s'est intéressé à ce qu'on appelle le trouble de déficit naturel, qui est un cadre d'analyse de ces
phénomène et qui essaie de chercher une intervention. Et il a trouvé un programme de développement des jeunes qui est axé sur la bicyclette. Et il a pris donc les jeunes, il les a amenés faire des excursions en bicyclette et là, ils ont fait des blogs là-dessus, ils ont pris des photos, ils ont parlé de certaines choses, ils ont fait de l'exercice qui nous permet de mesurer donc l'amélioration de leurs conditions physiques. Mais en fait, ce qui est important, c'est vraiment les valeurs dont on parle ici, donc les liens sociaux et pas simplement donc la relation avec le moniteur, mais ce sont là des jeunes qui vivent dans un milieu qui est très riche sur le plan historique. C'est un très bel endroit, mais tout ce qu'ils en voient, c'est c'est ce terrible quartier avec les traces de balles sur les murs et des seringues qui traînent dans la ruelle et ils peuvent vous dire si vous leur parlez, donc il y a tant de personnes qui sont mortes ici à tel coin de rue. Et là, on les amène donc pour 20 minutes de bicyclette et là, ils vont voir donc un bateau sur le canal Erie. Ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, n'est-ce pas? Et ils vivent à quelques minutes de là. Et alors, on les amène, donc on les amène jusqu'au lac, jusqu'au Grand Lac, au lac Ontario, une autre chose qu'ils n'ont jamais vue. Et on leur fait voir des quartiers, donc il y a une belle architecture. Ils ne savaient pas que des quartiers comme ça pouvaient exister. Donc, c'est un projet seulement, là. Et bien sûr, donc au niveau longitudinal, on essaie de voir comment donc les gens des organismes communautaires peuvent s'y engager et ça permet de mesurer qu'ils font des choses qui sont utiles, comment on peut parler de ça, obtenir du financement pour ça, et etc. Donc, si on a suffisamment de projets comme ça, vous finissez par avoir un impact sur la santé dans la communauté. Alors, c'est le genre de choses concrètes qui m'occupent. Et je me demande, qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez faire dans votre domaine pour essayer de changer les déterminants de la santé de façon permanente? Écoutez, je peux vous donner la réponse que notre avocat nous a donnée l'autre jour. C'est utiliser la Convention relative aux droits de l'enfant pour augmenter le salaire minimum, accroître l'accès aux insecticides, en l'occurrence. Mais moi, j'aimerais dire, donc, entre-temps, c'est que nous pouvons travailler là-dessus, même si c'est à long terme, mais pour nous, comme professionnels de la santé, comme chercheurs, chercheuses, en partenariat avec nos partenaires dans la communauté, il y a deux choses que nous pouvons faire. Nous pouvons construire l'infrastructure sociale de cette communauté parce que nous savons qu'une partie du problème, c'est l'aliénation sociale des individus qui vivent dans les quartiers défavorisés. Donc, aider les gens de ces quartiers à avoir les outils à se construire des relations positives et pas seulement les relations de gang qui fonctionnent pour les adolescents. Non, alors, si vous déconstruisez donc le leader de la gang comme ayant toute une bonne qualité, donc du vrai leader, donc passionné, mais en fait non, on veut des gens qui ont des attitudes beaucoup plus positives en faveur du milieu social. Donc, il y a au fond donc des couloirs sociaux à développer, établir des liens. Il s'agit de, comme on l'a dit, donc quelqu'un l'a dit ce matin sur votre panel, l'impact des décisions sur les infrastructures communautés et leur aspect positif. Donc ça, c'est certainement donc un projet à moyen terme, construire l'infrastructure sociale en incluant des formes d'engagement communautaire. Il y a de nouveaux projets dans ce quartier où il n'y a jamais rien eu, il n'y avait même pas une épicerie. Et ils sont allés voir les promoteurs, ils ont dit, vous construisez quelque chose dans notre quartier, donc nous pouvons accepter ce projet, mais nous voulons aussi que vous aidiez à construire des habitations à loyer modique. Donc, ils ont dit qu'ils voulaient avoir voix au chapitre et ils voulaient aussi que les gens du quartier travaillent sur le projet de construction. Et le promoteur a dit, pourquoi attendre ce projet-là? Il pourrait déjà travailler sur les projets en cours à l'heure actuelle. Donc, les gens avec qui nous travaillons dans notre quartier souhaitent vraiment apporter des changements, améliorer la situation économique du quartier.
Par exemple, ils ont créé une banque de loyer. Il y a des gens qui se faisaient expulser parce qu'il leur manquait 100 $ pour payer leur loyer. Donc, le quartier a créé ce fonds d'urgence. Maintenant, c'est tellement efficace que les gens ne se font plus expulser. Donc, c'est très difficile maintenant d'avoir un logement. Mais ça a assuré une certaine stabilité. Maintenant, c'est la ville qui gère cette banque. Et il y a un fonds de fiducie. Je voudrais dire coop, là, mais je ne sais pas quel est. Je me souviens plus du nom. C'est comme une banque, mais c'est pas une banque. Donc, maintenant, et même ça a pris de l'expansion parce que ça fonctionne tellement bien. Donc, je pense qu'il faudrait continuer bâtir sur la base de ce genre d'initiative. Il faut vraiment nourrir cette créativité dans la recherche des solutions. Bonjour, je m'appelle Annie Deveau. Je suis professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. En fait, ma question a 3 volets. La première partie de ma question, c'est, je me demande, pour chacun des intervenants, est-ce que vous avez des critères qui vous permettent de sélectionner les personnes que vous allez aider dans le cadre de vos programmes de prévention respectifs? Et je vous pose cette question-là parce qu'un des reproches que l'on fait souvent aux programmes de prévention, c'est qu'ils ciblent des personnes vulnérables, justement, et par la sélection d'une certaine partie de la population et pas une approche universelle, on en vient à ostraciser davantage les familles que l'on tente par ailleurs d'aider. Donc, je me demandais quelle était votre position par rapport à ça et aussi s'il y a danger d'ostracisation, ostracisme, je ne sais plus. Ostracisme, oui. Merci. Quels sont les moyens que l'on prend pour l'éviter? Eh bien, pour ce qui est des critères à utiliser, tous les autres programmes du quartier utilisent des critères. Par exemple, 2 problèmes de santé mentale, pas d'argent, puis avoir été en prison, par exemple. Et nous, nos critères, c'est qu'il faut vivre dans le quartier, c'est tout, ou il faut avoir un lien avec le quartier. Donc, parce que ce qu'il s'agit, c'est d'établir des liens avec les ressources qui existent. Donc, il n'y a pas du tout d'ostracisme. Il n'y a pas un endroit précis où je dois m'adresser parce que j'ai tel ou tel problème. Je peux aller voir le centre parce que le centre travaille avec les familles et les enfants, tout simplement. Donc, le point d'entrée, ce sont les enfants. Ensuite, on voit aussi la mère ou le père, pardon, et d'autres membres de la famille. Donc, c'est ainsi que nous procédons et ça fonctionne parce que les besoins sont très élevés dans le quartier. Mais il y a toute une variété de gens qui viennent nous voir. Mais ce qui est important pour nous, c'était que les gens que nous ciblions sont ceux qui viennent nous voir. Donc, c'est ce qu'on a pu montrer grâce aux recherches. On a pu montrer que ce sont justement les familles qui ont le plus de problèmes. Est-ce que je peux réagir aussi à l'autre question? Je voudrais dire, vous avez raison. On ne peut pas éviter le contexte élargi. Une ressource qui existe en Colombie-Britannique, et c'est le représentant de la jeunesse et de l'enfant. Donc, c'est un bureau distinct en Colombie-Britannique. Elle était juge en Saskatchewan et elle-même est autochtone. Donc, si vous allez voir son site Web, elle a publié un certain nombre de rapports qui sont très précis quant aux problèmes auxquels font face ces enfants. Et elle parle des causes. Et nos partenaires, s'ils ont de la difficulté à mobiliser le système pour un enfant, eh bien, ils peuvent appeler son bureau. Et
répond beaucoup plus rapidement si c'est l'enfant qui appelle à son bureau. Donc, souvent, le praticien va dire, voilà, appelez ce numéro et dit, ma mère a dépensé tout l'argent du loyer, etc. Et cette représentante peut exiger une intervention du système. Donc, elle a rédigé des rapports indiquant qu'il y avait toutes sortes de problèmes dans le système. Ils ne réagissent pas toujours assez rapidement, mais quand individuellement, la réaction est beaucoup plus rapide. Donc, cette femme est très efficace et ses rapports aussi sont très utiles. Par exemple, vous avez parlé des enfants autochtones. En Colombie-Britannique, 4 de la population est autochtone et il y a pas de, ils ne sont pas visés par des traités pour la plupart. Donc, ça veut dire que nous sommes tous sur des terres autochtones. Mais 70% des enfants pris en charge sont autochtones. Et après 15 ans, donc par les services sociaux, 50% de ces enfants sont en prison. Donc, le message, c'est que l'État n'agit pas comme un bon parent. Et je suis sûre que vous n'en êtes pas étonné. Mais il y a vraiment des problèmes systémiques auxquels il faut s'attaquer. J'aimerais répondre à votre question. Je suis d'accord avec vous. La justice est très importante pour ce qui est de l'infraction, des infractions aux droits des enfants. Nous n'avons pas... En fait, son mari est le commissaire des traités en Saskatchewan. Mais c'est un problème qui existe. On fait du travail de plaidoyer, mais il est sûr que s'il y avait une présence de la loi, les gens seraient plus imputables. Pour ce qui est du système de famille d'accueil, 70% des enfants sont des Autochtones qui sont en famille d'accueil. Et il y a aussi le taux de stress post-traumatique. Il y a eu une petite étude réalisée aux États-Unis il y a un certain temps. Ils ont comparé les taux de stress post-traumatique des anciens combattants venant du Vietnam et de l'Irak. Ils ont comparé ça au taux pour ce qui est des enfants qui sont dans des familles d'accueil, des enfants qui avaient été une année seulement dans une famille d'accueil, des adolescents d'à peu près 14 ans, et les taux de stress post-traumatique pour les anciens combattants qui revenaient du Vietnam, c'était à peu près 12 En Irak, de l'Irak, c'est un peu plus élevé, 15 mais pour les enfants qui sont dans le système de famille d'accueil, c'était 25 Qu'est-ce que c'est, PTSD? C'est le stress post-traumatique. Si on voit à quoi ça ressemble la guerre, on sait que c'est extrêmement dur. Donc, on comprend ce que ça veut dire de retirer un enfant de son foyer et de le faire passer d'une famille d'accueil à l'autre. Maintenant, pour ce qui est de votre question, je suis tout à fait favorable à des interventions universelles pour tous les enfants. C'est sûr qu'il faut offrir des services aux familles vulnérables. Il y en a de plus en plus et ce sont les patients que nous desservons. Je m'appelle Stéphanie, je suis travailleuse sociale à l'Étoile en pédiatrie sociale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je voudrais remercier les panélistes pour la qualité de l'information qu'ils nous transmettent aujourd'hui. Moi, c'est plus une expérience de par chez nous que j'aimerais vous transmettre. J'aimerais aborder la question de toute l'implication bénévole de la communauté. Dans notre histoire à l'Étoile, c'est central. Donc, avant même que moi, je suis la première personne en psychosocial salariée de la boîte, mes collègues sont prêtés par des partenaires, ce qu'on appelle des prêts de service. Mais j'arrive dans une institution qui a plus de 5 ans d'histoire parce que plusieurs bénévoles ont cru au projet et l'ont développé avec le docteur Péloquin, qui en est la fondatrice et la directrice. Et encore aujourd'hui, ces bénévoles-là sont soit des intervenants sociaux, psychologues à la retraite, qui composent notre comité clinique, qui me soutiennent dans mon travail.
sont des infirmières retraitées qui soutiennent le docteur Péloquin dans des actes cliniques, ne serait-ce qu'un petit bébé suivi par la protection de la jeunesse qui est pesé aux 2 semaines au CLSC. Bien, les 2 autres semaines, pour assurer une vigile, c'est une infirmière bénévole qui va le faire chez nous. Les activités de fin de journée qui visent à donner des moments positifs aux enfants puis à leur faire vivre des expériences positives. Ce sont des enseignantes à la retraite. Mais tout ça pour vous dire que dans toutes les sphères de l'existence de l'Étoile puis de la pédiatrie sociale, chez nous, les bénévoles sont au cœur de la chose. Aujourd'hui, tout le personnel salarié est ici. Chez nous, c'est ouvert parce qu'il y a des gens qui vont accueillir les familles à la porte, qui vont expliquer qu'on va être de retour lundi matin. Tantôt au salon, ce sont encore des bénévoles qui vont vous accueillir et inquiétez-vous pas, ils connaissent la pédiatrie sociale encore mieux que moi. Ça fait spécial pour une intervenante qui arrive de d'autres milieux comme moi d'avoir à travailler avec des non-professionnels, mais c'est un parti pris pour les enfants, c'est une promesse d'être présent pour les enfants. Et si la pédiatrie sociale peut réunir toute une communauté autour des enfants, puis que moi, comme intervenante, je peux y assister, je souhaite à mes collègues de d'autres régions de le vivre parce que c'est comme ça un village qui s'occupe de ses enfants. Et ils sont un peu partout. Ils sont avec nous au quotidien. Ils sont notre secrétaire réceptionniste. Ils sont bientôt peut-être ma superviseure clinique. Ils sont Marie-Jo, qui est une infirmière enseignante à la retraite qui ne manque jamais de nous fournir les vêtements pour les tout-petits ou de nous demander si on a besoin de quelque chose. Alors, nous, ça forge la pédiatrie sociale et c'est directement en lien avec ce que j'entends aujourd'hui de mes collègues. Et il n'y a pas si longtemps, je me suis joint à l'équipe du docteur Julien parce que beaucoup de mes collègues à l'université me disaient « Ah, la neuropsychologie, dans le fond, c'est un peu une discipline de riches. Il n'y a pas grand place pour une neuropsychologue clinicienne dans les milieux défavorisés. Ils ne connaissent pas ça. » Bien, c'est ça, j'essaie de m'employer petit peu par petit peu à essayer de montrer qu'il y a quelque chose à faire avec la neuropsychologie et le milieu défavorisé. Mais je voulais vous faire part que dans des milieux non défavorisés, on a trouvé des solutions pour alléger le stress des enfants et surtout le stress des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage et des troubles du développement. Et j'aimerais essayer de rapatrier ces solutions-là dans les milieux défavorisés. Ils sont principalement de 2 ordres. Le premier ordre, c'est l'application des aides technologiques pour aider les enfants en difficulté d'apprentissage. Tout le monde a de la techno, on voit beaucoup d'iPad, d'iPhone, même dans les milieux défavorisés, en fait. La plupart des parents que je rencontre arrivent avec un iPhone en clinique, ce qui m'a vraiment beaucoup surpris au départ. Et je pense qu'il y a moyen de donner justement du pouvoir à ces enfants-là et de leur donner la capacité de réussir à l'école à partir de ça. L'autre programme qu'on avait instauré sur la Rive-Sud, c'était vraiment pour le sport. L'impact du sport pour les enfants qui ont des problèmes de fonction exécutive en premier, tous les enfants qui ont ADHD, les problèmes d'obésité, c'est bon pour les habiletés sociales, avoir un coach. Alors, nous, ce qu'on a fait, on a rapatrié plusieurs enfants dans le cadre de notre programme. C'était des enfants dyslexiques, 15 enfants dyslexiques, qui se rencontraient 2 soirs par semaine avec des laptops pour compenser leur dyslexie avec la synthèse vocale. Et ensuite, ils allaient jouer au basket ensemble. On a réglé beaucoup de problèmes avec ça et le stress s'est abaissé, l'estime de soi a remonté et beaucoup d'autres choses par la même ligne. Merci beaucoup. Je suis résidente en pédiatrie, première année à Toronto. Je voulais remercier les panélistes d'avoir partagé des propos aussi inspirants avec des gens comme moi qui sont encore en formation. À vous écouter, on ne peut pas s'empêcher d'être inspiré. Au Canada, tous les résidents ne sommes pas seulement des spécialistes de la médecine, mais on s'attend à ce que nous fassions du plaidoyer. Et c'est pour défendre nos patients. Et souvent, nous sommes inspirés à faire quelque chose pour les gens plutôt qu'avec les gens. Donc, comment enseigner aux résidents et aux stagiaires l'égalité, c'est-à-dire un partenariat entre égaux, et comment maintenir cette égalité entre les partenaires?
Je dirais que la chose la plus importante en tant que médecin, en tant que pédiatre, il faut se comporter de la bonne façon. J'apprends beaucoup de la pédiatrie de développement, comment on enseigne aux enfants. Donc, quand nous rencontrons les résidents sur leur CV, ils doivent avoir fait du travail de bénévolat ou réaliser différents projets, avoir pris des initiatives qui montrent qu'ils se sentent une certaine responsabilité sociale. Donc, il faut vraiment être des modèles nous-mêmes si l'on veut que nos résidents nous imitent. Je suis tout à fait d'accord avec ça et j'ajouterai, en plus des connaissances qu'il faut avoir sur n'importe quel problème, il faut avoir les faits, il faut avoir la bonne attitude, mais il faut avoir aussi des compétences bien précises pour vous aider. Et il faudrait que les gens vous enseignent ces compétences. Par exemple, prendre la parole en public, ça, il faut apprendre à s'exprimer en public. Et ça s'apprend. L'idée aussi de l'enseignement, de la médecine, il y a des modèles qui ne sont pas très bons pour ce qui est de l'enseignement clinique, ni pour l'activité de plaidoyer, mais on peut apprendre étape par étape et de plus en plus, les gens comprennent comment le faire. Aux États-Unis, il y a plus en plus de ressources sur l'Internet, etc. Et ça s'apprend. Mais il faut rechercher des modèles pour s'en inspirer et aussi trouver de la formation pour renforcer ses compétences. Je m'appelle Daphné. Et je suis en formation à l'Université de Colombie-Britannique. Je m'appelle Daphné à l'heure actuelle et j'ai une formation en fait de psychologue et je veux faire ma médecine spécialisée en pédiatrie, surtout pédiatrie néonatale. Et j'aimerais justement pouvoir me joindre à un programme de pédiatrie sociale. Je viens de la Malaisie et je suis arrivée au Canada il y a 5 ans et je travaille avec les familles et les enfants depuis 8 ans. Et dans le cadre de mon travail, j'ai pu me rendre compte qu'il y a beaucoup de diversité ethnique. Et ce qui m'a vraiment frappé ce matin, le docteur Julien a dit que ce modèle de pédiatrie sociale était une approche globale, mais il y a aussi beaucoup d'accès sur l'aspect culturel et spirituel. Et dans cette salle, je ne peux pas m'empêcher de remarquer, du point de vue démographique, point de vue ethnique, eh bien, il n'y a pas de minorité ethnique représentée ici aujourd'hui. Et je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser tous ces professionnels d'autres origines ethniques? C'est important qu'ils fassent un travail à la base. Il est important aussi qu'ils participent à ce genre de conférences pour pouvoir échanger et réseauter, parce que le Canada, très divers, est composé de toutes sortes de groupes ethniques. Et ces professionnels peuvent peut-être mieux communiquer avec certains groupes ethniques parce qu'ils leur ressemblent. Mais tout d'un coup, je me sens très seule ici. Je viens de Vancouver et tout le monde est chinois à Vancouver. Donc, pose la question, comment mobiliser ces professionnels d'origine ethnique différente pour qu'ils puissent agir au niveau de leur propre communauté par la suite? Eh bien, je ne sais pas. C'est un problème du point de vue de la mobilisation des minorités culturelles, mais c'est peut-être plutôt de donner la possibilité à ces gens
Et malheureusement, c'est un processus qui est très lent. Et une des raisons pour lesquelles nous sommes dans les quartiers du centre de Saskatoon, je sais que quand on parle d'exclusion sociale, par exemple, on parle d'argent, c'est l'argent qui entraîne l'exclusion sociale, mais il y a aussi la race et l'origine ethnique. Et j'ai été heureuse d'entendre le panéliste visiter l'exposition sur le racisme dans le Centre des sciences. Et dans l'école où nous travaillons, eh bien, le modèle, c'est quelqu'un qui vient d'une autre minorité. Donc, il faut en parler. Nous travaillons auprès des Autochtones, mais il y a aussi les immigrants, les réfugiés qui viennent au Canada, qui sont très nombreux. Il faut donc aussi les mobiliser. Il faut donner à ces personnes la possibilité de devenir des professionnels de la santé, des éducateurs et ensuite de vraiment contribuer. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais tout ça est très lent. Alors, je pense que Shazim pourrait justement vous dire qu'elle est venue à notre table. Et donc, pour la table à Vancouver, c'est une table justement qui reflète la diversité de la communauté. Donc, il y a beaucoup de visages. Que je connais aussi d'autres que j'ai rencontrés aussi à Toronto. Alors, vous avez raison, il faut qu'il y ait davantage de personnes qui soient présentes. Cela fait partie un petit peu de l'engagement du travail que nous faisons et c'est reflété certainement dans l'initiative communautaire. Ainsi, par exemple, lorsqu'il y a des programmes justement au niveau de l'enfance pour permettre aux parents aussi de travailler, d'être présents dans les garderies et les gens qui reprennent des rôles assez divers, mais d'un point de vue clinique, c'est très diversifié. Et nous avons également aussi un équilibre entre les sexes. Mais Shazim peut vous dire ce que cela représente de présenter une idée autour de la table et voir une idée qui prend forme. Et elle a justement laissé quelque chose derrière elle qui a pris forme. Oui, bonjour. En fait, je m'appelle Véronique Bélanger, éducatrice au CSPE, toute nouvelle. Justement, je vais dans la même visée. On parlait de problématiques pour trouver des représentants de différentes cultures dans ce modèle de pédiatrie sociale. Moi, je me demandais, mes questions, en fait, vous appellent. Comment travaillez-vous en milieu culturel? Comment on peut faire le pont entre les différents besoins spirituels, culturels et puis linguistiques des populations immigrantes avec lesquelles vous travaillez? Est-ce que vous avez différentes activités? Est-ce que c'est quelque chose avec lesquels vous travaillez? Merci. Ah, intéressant. You want to share both your experiences? Est-ce que vous voulez partager vos expériences? Oui, il y a un certain nombre. L'expérience culturelle, c'est toujours un terme un petit peu problématique, comme vous le savez. Mais nous avons accès pour des personnes qui parlent des langues différentes, également un mentorat pour les familles qui sont nouvelles dans les communautés, par exemple des familles soudanaises ou de nouvelles familles immigrées qui ont besoin d'avoir un lien qui soit établi dans le contexte de la communauté. Il y a aussi un intérêt très fort. Nous avons une nouvelle organisation qui a commencé, je pense, il y a peut-être 2 ans, et qui signifie donc Alive, vivant, donc pour la région de Vancouver et la vie autochtone. Donc il y a des groupes qui ne sont pas uniquement des groupes de défense, mais également un mandat important où on reprend la discussion concernant l'inclusion des enfants autochtones dans les écoles, l'inclusion des enfants autochtones dans une sorte de dialogue. Est-ce que cela signifie d'être autochtone dans un contexte pluriculturel? Donc, ils s'assoient à notre table et tout le monde fait quelque chose. Lorsque l'on agit, on agit toujours chacun différemment. On a tous des petites différences et des diversités. Donc, autour de la table, il y a des gens qui sont engagés auprès de la communauté de différentes manières. Certains des cliniciens reprennent
Comme par exemple, nous avons justement un conseiller pour la dépendance et la toxicomanie qui justement amène les gens donc, par exemple, dans la campagne. Elle a une approche particulière. Et on ne dit pas vous êtes autochtone et vous devez aller ici et là. Donc on ne veut pas créer des silos. C'est vraiment pas ce qu'on veut faire. Mais on essaie de faire ce que fait le docteur Julien. Quels sont les besoins de cet enfant? Quel est le rêve de cette personne, de cet enfant? Et comment est-ce que l'on peut, à ce moment-là, à partir du moment où on comprend leur rêve, les connecter avec les meilleurs outils et les meilleures ressources? Alors, il y a peut-être, ce que je trouve peut-être difficile, c'est la connexion aussi spirituelle. Dans mon expérience, en termes d'enseignement auprès des jeunes médecins sur ces points et commencer des projets et participer à des conférences comme celle-ci pour répondre aux 2 dernières questions. Je pense que la première barrière, c'est de comprendre qu'il y a aussi une culture médicale pour les médecins, les infirmières et le personnel médical. Et c'est quelque chose dont il faut être conscient et qu'il faut essayer aussi de modifier. Parce que cette culture médicale est différente de toutes les cultures d'où vous venez. On ne comprend pas souvent. Bon, vous savez, c'est un environnement, on est dans un milieu, parfois comme un poisson dans l'eau, mais on ne sent pas qu'on est mouillé, contrairement au poisson. Donc c'est important de bien comprendre quelle culture on baigne. Alors, comment est-ce qu'on peut remplir cette salle ici avec une population plus diversifiée? J'y ai pensé aussi en étant assis à la tribune ici. Ma expérience de travail avec le docteur Julien, il y a à peu près une dizaine d'années, il nous avait invités, Jeff et moi, et nous avions parlé avec peut-être, il y avait, je ne sais pas, 6 médecins dans la salle ou les hôpitaux universitaires, et 5 ans plus tard, on est invité de nouveau pour parler de la formation en pédiatrie sociale. Et là, il y a encore quelques médecins supplémentaires et également de représentants des hôpitaux universitaires. Et là, cette année, on est invité pour en parler à nouveau. Mais là, c'est une salle beaucoup plus grande avec toutes sortes de personnes, pas uniquement des médecins. Donc, il y a un progrès que l'on peut voir ici. Et c'est toujours un pas à la fois. Mais dans ce que nous faisons, on vient juste d'organiser justement une conférence pour la défense de la pédiatrie sociale dans l'État de New York et dans la ville de New York il y a quelques semaines. Et nous avons pu réunir un groupe très diversifié de personnes, de partenaires. Et ça a connu une sorte de croissance organique à partir des projets que l'on faisait dans différentes communautés au cours des années. Alors je pense que si vous commencez, enfin ce que vous allez lancer, ce que vous allez faire avec la bonne attitude, eh bien, nous allons tous arriver, je pense, à la destination. Bon, je ne pense pas qu'on puisse vraiment forcer quoi que ce soit. Il faut continuer sur sa lancée. Moi, j'aimerais ajouter que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire respecter un petit peu qui sont les autres personnes. Moi, sur le plan culturel, je ne peux pas dire que je suis compétente. Mais lorsqu'il s'agit vraiment d'avoir une compétence dans le sens où je vais être capable de prendre en considération ces différences culturelles de manière significative, avec une écoute importante. Et ceux qui travaillent dans le domaine de la pédiatrie sociale et dans la pédiatrie sociale communautaire et qui sont réellement impliqués là-dedans, eh bien, nous sommes, par notre présence au sein des communautés, on voit, on observe, on s'éduque soi-même en la matière. Et parfois, nous avons certaines cultures ou groupes ethniques dominants. Bon, nous avons la responsabilité de nous éduquer nous-mêmes, mais d'éduquer également nos résidents. Donc, en fait, le programme que j'ai pour les résidents, qui arrive par l'intermédiaire de la rotation, c'est assez diversifié. Ils sont composés à des... On a par exemple de la poésie, on a aussi des vidéos sur YouTube. On voit donc un modèle où on dit « Idle no more », comme le mouvement autochtone. On peut comprendre justement ce que sont l'expérience des autres personnes. Mais je ne sais pas si la salle ne serait pas intéressée à entendre parler un peu comment vous procédez, parce que vous avez quand même une expérience de plusieurs années
dans un milieu culturel extrêmement diversifié. Voulez-vous ajouter quelque chose là-dessus, Julie? Je ne serais peut-être pas la meilleure personne pour répondre parce que, dans le fond, moi, je suis Ouais. arrivée à Côte-des-Neiges au mois de juin. J'ai mon D'accord. équipe qui est là-bas, qui D'accord. est Peut-être encore que ça plus vaudrait la experte peine, que moi. Francine Nadeau, art-thérapeute au CSPE dans Côte-des-Neiges. Bonjour, Marie-Ève. Alors, comment on approche... je pense que le travail avec différentes cultures, c'est d'abord d'avoir la curiosité, l'intérêt et le respect, je dirais le respect du rythme de l'autre personne. Peu importe la culture, je pense que le respect du rythme, ça peut être long, ça peut aller lentement, ça peut faire toutes sortes de détours. On se dit où ça s'en va, je ne comprends pas, on n'avance pas, il faut trouver une solution. Je pense que ça passe d'abord par là. Et les personnes, les gens aiment aussi protéger leur dignité. Ils arrivent ici dans des conditions difficiles. Alors, je pense que c'est à nous. Je peux parler de ma façon, de ce que j'ai appris aussi avec des personnes d'expérience, comme par exemple Joanne, Dr Morel qui est à côté de moi. J'ai appris de beaucoup d'autres personnes. Je prends ça d'abord comme je reçois d'eux. Beaucoup plus que ce que moi j'ai à leur apporter. Est-ce que ça répond à la question? Oui, je voudrais peut-être ajouter un point. C'est une extension de votre point, Andrew, lorsque l'on parle de la culture de la biomédecine ou des professionnels. Moi, je l'ai vu justement, un des éléments importants de la table dont je parlais, c'est qu'en fait, c'est une table communautaire. Ils appellent les gens parmi donc leur personnel. Donc, il y a une tendance pour les professionnels de coloniser un petit peu les espaces et de les s'approprier. Et en fait, la communauté repousse et dit non, non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Donc, c'est important, quelle que soit la manière dont les choses, la façon dont les choses sont constituées, c'est de toujours garder un équilibre, ce que j'appellerais une connaissance horizontale de l'expertise. C'est difficile pour les professionnels d'entendre que leur approche n'est pas la seule approche, l'approche ultime. En fait, quelquefois, les professionnels ont du mal à accepter ceci. Mais on voit des gens qui viennent peut-être sur une base hebdomadaire, qui viennent autour de la table et c'est un processus pour réaliser la place et l'espace qu'on occupe dans cette mosaïque de ressources. Je pense que c'est une question importante, la question de l'adéquation culturelle et spirituelle. Au début, on a commencé dans Hochelaga, qui est une population, à l'époque, qui était une population à 99% blanche, francophone, pauvre, transgénérationnelle. On a testé l'approche dans ce quartier-là. Et il y a 10 ans, on s'est dit, il faut tester aussi avec différentes cultures. Et on est traversé la montagne pour développer le CSPE, qui est effectivement une population à 80% multiethnique. Et on voulait savoir si l'approche de proximité qu'on développait, qui respectait la culture d'Hochelaga, parce que c'est aussi une culture, s'appliquerait à d'autres cultures. Et je pense qu'on peut dire, 10 ans après, qu'on a réussi le pari, qu'il y a une adéquation culturelle très grande à Côte-des-Neiges. On a souvent consulté ou utilisé des leaders religieux de différentes religions pour nous aider à travailler avec des familles, parce qu'ils se sentaient plus à l'aise de le faire comme ça. On a été beaucoup inspirés par différentes approches aussi en pédiatrie sociale, dont l'approche ou les valeurs autochtones, la médecine, la roue de médecine autochtone, par exemple. Les Autochtones sont aussi une culture très particulière. On a été beaucoup influencé par l'approche transculturelle en ethnopsychiatrie, qui est vraiment géniale. On a beaucoup appris à travailler en groupe autour d'une table avec l'enfant au centre, en fait, sur lequel on porte tous notre attention, avec la participation de gens de la même culture que l'enfant, pour pouvoir justement avoir des porteurs culturels. Et on a répliqué ce genre d'approche-là de façon quand même assez importante au CLSC Côte-des-Neiges. On côtoie
pratiquement 100 cultures différentes dans Côte-des-Neiges. Quand on fait la clinique, il n'y a pas un enfant de la même culture, un après l'autre. Donc, on a développé des habiletés d'une approche transculturelle en pédiatrie sociale qui est extrêmement puissante et qui crée énormément d'adhésion dans toutes les cultures. On n'a pas de cultures qui ont résisté à cette approche respectueuse qui prend leurs données, qui accepte leurs valeurs et en échange de nos valeurs. C'est-à-dire, on appelle ça une approche horizontale où ils ont autant à nous montrer que nous à leur montrer. Et ça, c'est très, très particulier à l'approche de pédiatrie sociale qu'on a développée. Qu'il n'y ait pas de visage de cultures différentes en grand nombre ici, c'est pas surprenant. C'est pas parce qu'on ne veut pas. D'ailleurs, il y a pas mal de cultures, même si ça paraît pas trop, qui sont ceux qui sont pas nés au Canada de cultures différentes. Il y en a une? Non. Il y en a plusieurs. Bon. Mais il faut comprendre qu'au Québec, Montréal a été le dépositaire de l'immigration et des réfugiés pendant longtemps. Et il y avait peu de déplacements vers les autres régions du Québec. Le Québec, c'est plus grand que Montréal. Et la densité d'une population multiethnique est très grande à Montréal. Elle commence à l'être un peu plus à Québec, à Sherbrooke et ailleurs. Mais c'est tout récent. Et aujourd'hui, on a des représentants de toutes les régions du Québec. Et ça explique en grande partie pourquoi il y a plus de visages blancs. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Et toutes les cultures, toutes les religions sont accueillies en pédiatrie sociale. Je voulais le préciser parce que pour nous, ça ne fait pas de différence. On est tous des humains et on a tous le même but envers les enfants. D'ailleurs, ce qui fait notre succès dans Côte-des-Neiges, c'est qu'on est centré sur l'enfant. Et quand on veut contribuer avec les familles à supporter les enfants, on est sur la même longueur d'onde. Puis là, il n'y a plus de religion, il n'y a pas de couleur qui tient à ce moment-là. Je trouve ça important de préciser ça. Merci, Dr. Julien. J'ai une question derrière la colonne. Je ne vous voyais pas, mais peut-être que vous pouvez vous avancer pour que les panélistes vous voient, parce que vous êtes caché par une colonne. Voilà. Bonjour, je m'appelle Vedrana Petrovic. Je n'ai pas planifié faire de l'intervention aujourd'hui, mais peut-être à la réponse, j'ai oublié le nom de jeune fille qui vient de Colombie-Britannique. Oui. What's your name? Daphne. So, tu n'es pas la seule. Hein? Il y en a quand même des gens qui sont, même si c'est pas... il faut m'entendre pour comprendre que je ne viens pas d'ici. J'arrive pas à me débarrasser de mon accent, même si je veux. Mais par rapport à Côte-des-Neiges, Francine a bien dit ça, Dr. Julien a bien dit ça, mais moi, ce que j'apprends, c'est qu'il faut donner du temps aux gens. Quand on arrive dans un nouveau pays, c'est super stressant, c'est toute une aventure. C'est pas facile de changer de pays, même si on a des ressources personnelles. Alors, quand on parle de familles vulnérables, c'est, je ne sais pas, 100 fois plus difficile. Il faut que les familles sentent qu'on les respecte, comme dit Francine, dans leur rythme, qu'on accueille ce qu'ils ont à nous apprendre, parce qu'on apprend beaucoup, puis c'est toute la richesse, je pense. Puis comme, je ne sais pas qui a dit ça ce matin, mais je pense que c'est Dr. Julien, c'est que c'est important que les nations se parlent et qu'on apprenne les uns des autres. Alors, je pense que c'est ça ce qui arrive à Côte-des-Neiges. Puis, voilà, il s'agit d'accepter des valeurs de l'autre, de lui montrer que, oui, tu es différent, mais tu as autant de valeurs, puis on va travailler avec ce qu'on a. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je vois d'autres mains levées? Oui, j'en vois une derrière et monsieur devant. Avec le micro. Merci, et vous présentez, excusez. s'il vous plaît. Simplement, je fais peut-être une information ou une précision. Il y a un sociologue de l'éducation qui a pris une belle allégorie que pour l'enfant, il doit au départ réussir l'école avant de réussir à l'école. Et il amène le concept que pour un enfant, peu importe d'où il vient, pour lui, entrer à l'école, c'est immigrer. Parce qu'il part d'une culture, puis il entre dans une autre culture.
Et Antoine Baby, qui est ce sociologue de l'éducation, vient d'écrire un essai qui a eu cette idée folle. C'est pour ses 80 ans. Et il nous ramène vraiment toute cette histoire qu'on a de comment aujourd'hui on est parti d'une école qu'on veut démocratique dans les années 60 pour arriver aujourd'hui à une école où on exclut des enfants. Donc, c'est toute une réflexion sur l'immigration et que l'enfant, peu importe d'où il vient, peu importe sa langue, sa culture, il est quand même un immigrant. Donc, je voulais simplement vous donner cette petite réflexion de Antoine Baby. Merci beaucoup. Monsieur devant? Bonjour, je m'appelle Sean Dwyer, je suis stagiaire en droit à la Fondation du Dr Julien. Je voulais poser une question au niveau du bénévolat, justement, et en fait, mais ça n'a pas énorme rapport avec la culture. Tout ça, quoique il y a l'aspect de bénévolat à l'international, peut-être si vous voulez toucher là-dessus, mais c'était principalement comme à travers le temps, comme par exemple quand vous êtes entré dans le domaine et maintenant, est-ce que vous avez vu une progression dans l'implication bénévole, mais même en lien avec les autres membres de l'équipe et la valeur que la société place sur les différents membres de l'équipe, comme par exemple, on s'entend qu'un médecin ou un avocat va peut-être moins gagner dans la pédiatrie sociale, mais est-ce qu'il y a donc, je ne sais pas, juste le changement de valeur dans la société, en parlant de paradigme et comment on peut changer sur un plus grand niveau, comment ça a pu changer peut-être, et l'implication bénévole aussi. Est-ce que, par exemple, qu'est-ce que la société digne payer? Qu'est-ce qui vaut de l'argent pour la société, les bénévoles versus les employés? Est-ce que vous avez vu peut-être quelque chose qui a déjà changé ou qui peut changer dans le futur au niveau de ça? Merci beaucoup. Oui. En fait, je pense que pour nous, en tout cas, AED, CSPE, Fondation, clairement, sans les bénévoles, on ne fonctionne pas. Donc, les bénévoles apportent du soutien direct aux enfants. Ils sont là, ils sont engagés, ils les accompagnent de toutes sortes de façons. Alors, on parle de l'engagement ultime pour moi qui est être grand ami, donc grand frère, grande sœur, grand ami, mais aussi notre madame qui vient faire des soupes en début de semaine pour les enfants, pour que les enfants puissent avoir de la soupe, avoir accès à un repas à tous les jours aux activités, à soutenir l'intervention des éducateurs, des éducatrices lors des rencontres, lors des activités. À soutenir l'équipe administrative lors de l'organisation de la Guignolée, qui est un gros moment dans l'année. Si on n'avait pas les bénévoles, on n'arriverait pas à offrir ce qu'on est capable d'offrir et l'accompagnement qu'on est capable d'offrir aux enfants qu'on voit, aux 300 et plus enfants qu'on voit par semaine. Ça, c'est clair pour moi. Donc, est-ce que c'est assez valorisé par la société? Non. Parce que je pense qu'il y a... Est-ce que pour les personnes qui s'engagent, par contre, les gens qui s'engagent auprès de nous à la Fondation, c'est des gens qui sont engagés, qui croient en ce qu'ils font et qui sont conscients de l'importance et du lien d'attachement significatif qu'ils créent avec les enfants. Parce que les enfants qu'on jumelle ou qu'on met en contact avec ces adultes-là, c'est évidemment des enfants qui sont vulnérables, qui ont déjà vécu des ruptures de liens plusieurs fois. Donc, l'engagement est encore plus important parce que de là, nous, on ne veut pas qu'ils vivent d'autres ruptures. Donc, ces bénévoles-là, ils ont quand même toute une implication et un engagement qui se traduit souvent à long terme. On a des bénévoles qui sont là depuis 5, 6, 7, 8, 10 ans. Donc, juste dire que c'est vraiment, c'est la base. Là. Madame Lynham. Cela me fait penser qu'il y a quelque chose. Moi, ce que j'aime, c'est lorsque quelqu'un fait un travail que j'appellerais un travail pertinent sur le plan social. Donc, vous n'êtes plus un avocat ou une infirmière, mais vous êtes quelqu'un qui fait quelque chose qui a un sens, une pertinence sociale. Et c'est également aussi quand on a des défenseurs, ou comme la Fondation, ou des organisations qui ont un profil très visible, bien cela peut aider certainement. Alors une chose qui, je pense, a changé, et nous ne faisons que commencer notre travail donc auprès des avocats. Bon, ce sont tous des avocats employés, mais ils travaillent dans des organisations qui sont moins rémunérées. Mais nous travaillons également aussi sur donc les différentes approches d'échelle salariale. Les collègues peuvent utiliser, je ne sais pas combien d'argent ils peuvent gagner dans ce modèle, mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils préféraient travailler
travaillez sur un modèle basé sur des sessions, c'est-à-dire que vous êtes payé une certaine somme, par exemple pour 4 heures, et puis travailler avec 2 personnes, avec 10 personnes pendant 4 heures, mais votre collègue peut travailler avec 45 et être payé pour chacun. Alors les gens disent qu'ils préfèrent réussir dans leur travail, donc ils préfèrent travailler de cette manière. Donc c'est qu'en fait un salaire équitable qui a été négocié, mais bien sûr ce n'est pas les mêmes salaires que leurs d'autres avocats. Alors, c'est important, ces gens qui sont vraiment engagés dans le travail social. Et ensuite, il y a un grand nombre de personnes qui souhaiteraient s'engager, s'impliquer, mais ils ne savent pas. Il n'y a pas beaucoup de mécanismes adéquats. Il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup, comme on l'a dit, de mentorat, de bénévolat, et ce sont des gens qui travaillent par ailleurs. Bon, certains sont rémunérés, mais on ne veut pas des gens qui viennent de mon quartier, qui vont vous aider, vous, dans votre quartier, parce que, bon, apparemment, j'aurai plus de connaissances que vous. Non, on veut créer une structure, et je pense que la Fondation, là, et on l'a vu, ça fait partie, justement, autour de notre table. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à offrir, et dans le cas de Shazine, c'était la musique, et quelqu'un d'autre peut dire, moi, j'ai ceci, cette aptitude, cette connaissance, cette compétence et ce lien avec l'éducation, c'est ce que j'ai à offrir. Est-ce que c'est une ressource que cette table pourrait utiliser? Alors à ce moment-là, c'est utilisé d'une manière qui a un sens pour le quartier, pour la famille concernée, pour l'enfant. Donc il faut pouvoir justement créer ces structures où on peut bien, en fait, canaliser la bonne volonté en quelque sorte. Donc c'est important de travailler avec des gens qui ont ces bonnes valeurs. Là, certainement, renforce notre travail. Sylvie Anne Sioui Trudel. Je suis comédienne, éducatrice et enseignante. Je me souviens, il y a déjà 20 ans, j'ai participé à un projet de Hélène qui fait un grand rassemblement à Vancouver, qui rassemblait les intervenants en social, les intervenants, c'était avec NICRO, je ne sais plus comment le dire en français. Bref, à Vancouver, ça rassemblait les médecins, les intervenants en santé sociale des communautés, des gens des Premières Nations. Et puis, j'avais été invitée pour faire... moi, je suis intervenante aussi dans le domaine du théâtre d'intervention. Et j'avais été invitée pour faire briser la glace le matin dans un atelier. Ce qui avait été bien envié des autres panels, parce que les gens étaient contents le matin d'avoir un exemple franc de comment les intervenants travaillaient, œuvraient. Je voudrais, si j'ai souligné le mot travailler, tout ça, je raconte tout ça pour dire que j'étais là, j'avais été rémunérée et j'étais contente. Le travail, le bénévolat, je ne suis pas contre. Mais c'est souvent des gens qui cherchent du travail aussi, qui font du bénévolat. L'affaire est que je raconte encore tout ça pour venir à une question. Tantôt, j'ai entendu qu'il y avait deux générations. Il y a une autre génération qui commence à venir dans le chercher de l'aide pour leurs enfants. Bon, je voulais poser une question en fin de compte, c'est est-ce que ces parents-là, en venant chercher de l'aide, est-ce que ces parents-là ont trouvé le moyen de gagner leur vie, ont trouvé de l'ouvrage qui les amène à être respectés dans la société? Quand on est payé, ça fait du bien. Ça fait du bien de dire « Ah, j'ai gagné un montant, puis je vais le partager. » Déjà, à ce moment-là, tu as une reconnaissance sociale. Enfin, est-ce que les parents qui reviennent avec leurs enfants, est-ce qu'ils ont trouvé du travail? Je vous laisserai sur ce commentaire-là,
C'est, je pense, le plus important. Puis, je voudrais juste souligner que j'ai retenu plusieurs mots. J'ai retenu le mot décloisonnement. Décloisonnement, je l'ai mentionné tantôt. Nous, en art, en théâtre, on appelle ça de la polyphonie. C'est dans une mise en scène, il y a une polyphonie de monde qui travaille avec le metteur en scène. Et il n'y a pas juste le metteur en scène qui est maintenant reconnu. Il y a tous ceux qui travaillent avec le metteur en scène. Et on parle de polyphonie. Merci. Rapidement, pour peut-être répondre à la question de Madame à la deuxième génération qu'on est en train de voir dans Hochelaga. Est-ce qu'ils ont du travail? Certains, oui. Est-ce qu'ils ont terminé leur scolarité? Certains, oui. Certains, non. Par contre, ce sur quoi je suis certaine, en fait, c'est que ces parents-là, des enfants qu'on a desservis qui deviennent maintenant parents, sont beaucoup plus conscients de leur rôle de parents, sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils vont apporter à leurs enfants et on les voit beaucoup plus tôt. Donc, le lien d'attachement, l'accueil, en fait, le lien de confiance est déjà établi. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de venir nous voir. C'est beaucoup plus facile pour nous, dans le fond, de travailler à les accompagner et de travailler plus tôt, en fait, avec eux et leurs enfants. My name is Sue Bennett. I'm a Donc, pediatrician je at suis the Ottawa pédiatre Children's à Hospital. It's been my l'hôpital absolute pour pleasure to enfants attend this d'Ottawa. conference J'ai été today. très I heureuse really want to de thank everybody. participer à la Merci. journée aujourd'hui. Je veux vous remercier tous et One toutes. thing I'd Merci. like to say, we don't Une have, chose que je I veux work very dire, much c'est with the que je United travaille Nations beaucoup Convention on avec the la Rights of Convention Child de Philosophy, l'ONU as some of you know relative very aux droits much. de It's l'enfant. my Donc, personal comme vous passion savez, to c'est une infuse passion this pour moi de into, communiquer ces all principes practices et of, d'en professionals inspirer working toute with la children and pratique youth. des And I just professionnels wanted qui to travaillent avec bring les the enfants et les youth jeunes. voice, the use of Et the child j'aimerais voice, donc today. vous And if I can remember donner la voix aux exactly, jeunes. what the Ici, je quote me was, rappelle because bien we've had ce some very qu'était la interesting citation parce quotes que this nous avons eu morning. des citations très And colorées at ce the matin. session for Et children, à the la UN session session for pour children, the special les session enfants, la 2022, session spéciale de at l'ONU the en end of 2002, that, à la fin de the, cette session the spéciale de children l'ONU, stood up and les they enfants said, se sont levés "We are et fed ils ont up, dit we're tired nous of being en talked avons about assez as the future, de as nous faire dire que nous sommes becomings." l'avenir, They said, "We want que to nous be serons là plus human tard. beings Nous voulons now." être des êtres And humains well, tout de at the suite. end of this, Et session à la today, I fin didn't de la have a session question, I d'aujourd'hui, just donc wanted je n'avais to pas say vraiment I'd de like to questions, je bring voulais the child simplement voice here. porter But I ici thought that la was a voix very nice des thing. enfants. Il me They semblait just que don't c'était want their un message rights qui to be convient. Ils respected. ne veulent pas They seulement want qu'on them to be respecte leurs realized. droits, They ils want veulent them que leurs to droits be soient equal. appliqués et ils veulent pouvoir en jouir. Merci. Bonjour, alors je suis Lynne Côté, éducatrice spécialisée dans les milieux scolaires. Ma clientèle actuellement, c'est les enfants autistes, 5-8 ans. Ce que je vis en difficulté actuellement, c'est le cloisonnement. C'est ma plus grande difficulté. Et puis, je suis encore surprise, Dr. Julien. Je dois encore expliquer c'est quoi la fondation du Dr. Julien. Je dois encore expliquer à mes collègues enseignantes et qu'est-ce que c'est la pédiatrie sociale. Pourtant, je demeure juste l'autre côté de la rive. En Montérégie, c'est pas si loin que ça. Ça prend 20 minutes, pas de trafic. J'ai pas besoin de nager. Je saurais pas d'ailleurs, fait que il y a du travail à faire. Pourtant, on a des bons médias. Vous êtes bien couverts de ce côté-là. Dès que vous claquez des doigts, il y a quelqu'un qui vient vous rencontrer, puis on a toutes les belles informations qu'il faut. Vous avez des très beaux topos, je comprends rien là-dedans. Fait que je me fais un porte-parole à chaque fois de bien expliquer la pédiatrie sociale puis votre œuvre. À chaque jour, je m'en fais un devoir d'être un flambeau puis un porte-parole pour que nos enfants puissent en profiter. Puis je vais seulement vous laisser sur un petit mémo que j'ai vu dans le corridor. Bien, rêver seul, ça demeure toujours qu'un rêve, mais si on rêve ensemble, bien, ça devient possible. Merci beaucoup. Bienvenue dans le club. À chaque jour, je dois répéter c'est quoi la pédiatrie sociale en communauté. Et moi non plus, je ne comprends pas pourquoi ça ne rentre pas plus que ça. Mais apparemment que ça me prend toutes sortes d'évaluations compliquées. Mais moi, je le sais, mais ça évolue.
Des fois, la définition a longtemps évolué jusqu'à ce qu'Hélène se fâche puis décide qu'il y avait une définition. Mais ça a été ce qu'on appelle work in progress, qu'on appelle. Ça s'est construit de petit à petit. Donc, la définition s'ajustait. Puis, non, en fait, ça fait combien de temps? Là, ça fait 1 an qu'elle est pas mal campée. Et ce qu'elle inclut maintenant de façon définitive, c'est la Convention des droits de l'enfant, c'est sûr. C'est sûr que mon souhait, puis d'ailleurs, je veux terminer comme ça ne sera pas long, là, tout le monde est un peu fatigué. C'est sûr que l'objectif qu'on a en pédiatrie sociale dans la communauté, il est avoué, il est ambitieux, il n'y a pas de bon sens, puis c'est un rêve aussi. C'est de changer la société par rapport aux enfants. On est sur des bonnes pistes. Il y a un sentier d'ouvert. Il n'y a pas d'autoroute encore, malheureusement. Puis je ne sais pas quand il va en avoir une, mais le sentier, il est pas mal piétiné. Là. On est 200-300 à l'utiliser. Et ça amène un ministre à venir passer une demi-journée avec nous, ce qui est un peu exceptionnel. Ça amène beaucoup de gens du monde, de la population, bien sûr, parce que si ça s'est réalisé, c'est que la population a toujours été là pour dire « Je ne sais pas ce que vous faites, mais je sais que c'est bien. » Et ça, mais c'est une belle évaluation parce qu'ils sentent l'effet qu'on a sur les enfants et l'impact qu'on a aussi sur plusieurs familles. Ça, c'est connu. Puis c'est ça qui fait notre force. C'est ça qui nous a tenus en vie tout le temps. Puis quand on a vécu une crise il y a 2 ans financière, ce qui a fait bouger le gouvernement, c'est que les gens et les médias ont dit ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là, ça ne peut pas arrêter. Donc, ça a continué jusqu'à la prochaine crise parce qu'il n'y a pas de pérennité sûre avec nous. Mais le grand objectif qu'on maintient, puis je suis très content de la journée parce que ce qu'on a entendu, c'est toutes sortes de citations, de témoignages, d'expériences aussi ailleurs qui veulent aussi changer la société comme nous, on veut le faire. Et plus on s'associe, plus on est fort. À un moment donné, on a été invité à Glasgow avec Lucie à l'automne passé pour parler du modèle montréalais qu'il appelait. Et là, on est en train de dire, ben non, c'est un modèle canadien. C'est un modèle américain aussi parce qu'on a des amis aux États-Unis et européen parce qu'on a aussi des amis en Europe. Donc, il y a une espèce de mouvement qui se passe. C'est pour ça que c'est pas trop grave quand ils disent « je ne sais pas ce qu'ils font ». Nous, on le sait. Et c'est ça qui est important. Je veux juste vous conter, en fait, des petites phrases clés qu'on a sorties au cours des années. Puis d'ailleurs, le premier ministre lui-même, l'ancien premier ministre qui m'avait remis une médaille, avait expliqué ce que je faisais en disant « Docteur Julien, c'est un enfant à la fois ». Et c'est ça qu'on fait tous. Et on va changer la société un enfant à la fois. Et c'est petit puis c'est gros en même temps. Alors, chaque jour, quand on voit les enfants, on le sait, nous, on les voit changer et on sait qu'on change un enfant tout le temps, puis on en voit, je ne sais plus combien, 300, 400 par semaine. Donc, on est rendu à 400 qu'on change un à la fois. Ça commence à être sérieux. Puis, ces enfants-là réussissent. Puis, il y a tout le rôle d'influence qu'on a chez les étudiants en médecine, en droit, en travail social, en psychoéducation, etc., qui viennent participer avec nous, puis qui, là, eux autres aussi vont participer au changement de société. On a eu aussi une phrase qu'on ressort à chaque année à la Guignolée, « Équiper un enfant pour la vie ». Alors, quand on réussit, nous, un enfant à la fois, à l'équiper pour la vie, ça vient d'être un capital social. Et il s'additionne tout le temps. Puis ça devient exponentiel. Donc, il faut vraiment le voir toujours simplement comme ça. C'est des petites phrases clés là, qui disent exactement ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. Il y a aussi ce grand principe, on l'a abordé sans le dire aujourd'hui, personne ne l'a cité, mais l'idée de montrer à pêcher plutôt que de donner un poisson. Ça, c'est très puissant parce que c'est toute la notion d'empowerment. On peut les aider, on peut leur donner à manger, les habiller. Là, j'ai des caisses de foulards que j'en mets un dans le cou de chaque enfant que je vois cette semaine, que les grands-mamans nous ont tricoté, c'est bien, il n'y aura pas froid, mais il va le perdre demain. Alors, s'il n'a pas appris à tricoter, d'ailleurs, on a des cours de tricot aussi, pour les enfants, ça ne marchera pas, on ne changera pas. Donc, il faut vraiment changer les perspectives. Là.
c'est un peu simple ce que je vous dis là, mais c'est comme ça qu'on change les perspectives et les paradigmes. Je veux vous donner un exemple de ma propre évolution, là, pour terminer, au niveau de la prévention, puis comment on fait pour diminuer les stress toxiques. Quand j'étais jeune pédiatre, j'étais tout heureux de dire aux parents, écoute, la prochaine fois que tu vas à un docteur pour un mal de gorge, tu vas lui demander de faire une culture de gorge parce que tu ne veux pas qu'il y ait des antibiotiques pour rien. Puis une fois sur 10, il va être traité. Puis 9 fois sur 10, il n'aura pas besoin d'antibiotiques. Ça, c'est la première étape. Là, j'outillais un parent à prendre un pouvoir. Il dit, mais voyons, je ne peux pas dire ça au docteur, il va me sortir de son bureau. Je dis, oui, tu lui dis, puis tu lui dis que c'est le docteur Julien qui a dit ça, puis que s'il ne fait pas ça, ce n'est pas une bonne pratique. Mais j'ai plein de gens qui ont fait ça par la suite. Mais c'est comme ça que ça a un peu commencé pour diminuer les médicaments toxiques et les stress toxiques. Un autre exemple intéressant, c'est que Julie et moi, on est allés à une réunion de parents à l'école il y a quelques mois qui était infestée de moisissures. Ils n'osaient pas, puis là, la commission scolaire avait convoqué tout le monde, puis les experts de santé publique, puis les firmes d'ingénierie. Tout le monde était là pour expliquer aux parents que tout était sous contrôle. Mais là, les parents, plusieurs de nos parents, croyaient pas ça. Et on était très fiers parce qu'on est resté à l'écart, comme j'ai essayé de faire aujourd'hui, mais Jean-François ne m'a pas retenu. Puis là, on a vu de nos parents qu'on connaît, qu'on n'imaginait pas qu'ils pourraient parler en avant d'une foule, qui sont allés au micro dire exactement ce que nous, on aurait dit. On n'a pas eu besoin de le dire. Et les parents ont interpellé les gens en leur disant, dites-nous la vérité, on veut savoir, nos enfants sont malades, puis ça va faire. Et c'était intéressant, puis on était fiers. Là, on venait de réussir une espèce d'empowerment de plusieurs familles qui prenaient les choses en main. La semaine prochaine, ils font une marche. Là, il y a 3 écoles dans notre environnement fermées, cause de moisissures, la moitié du personnel malade, les enfants malades, il y a des places. Puis là, il y a des places d'une école qui est supposée sécuritaire, puis elle est aussi pire que les autres, ils sont encore malades. Et là, c'est des déplacements d'enfants. Il y a 1000 enfants qu'on est en train d'échapper à cause d'un problème qui est facile à régler. Et là, ils disent qu'ils vont reconstruire une école, mais on ne sait pas quand parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est notre gouvernement. Et c'est absolument dramatique. Mais là, c'est les parents qui prennent en main la question. On est en backup, on est impliqué. On discutait, est-ce qu'on s'implique beaucoup ou pas beaucoup? Est-ce que je dois assister, pas assister? Sinon, les parents d'abord. S'ils m'invitent, je vais aller marcher avec eux, mais c'est eux qui vont faire le travail, puis ils sont capables de le faire. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, éventuellement, on interpelle le gouvernement, puis on dit, bien, ça ne marche pas votre affaire. Si on avait un représentant des enfants, comme il y a à Vancouver, ou à Saskatoon, ou en Angleterre, on pourrait intervenir de façon encore plus massive. C'est quelque chose qu'on souhaite beaucoup. Bon, donc, on peut diminuer les stress toxiques de cette façon-là, en outillant les parents, en outillant les enfants. Hélène a monté des cours de droit pour les enfants, de leurs droits. Elle a eu des comités, puis elle a encore d'enfants pour parler des droits. C'est important. On les outille pour qu'eux-mêmes défendent leurs droits, puis que ce ne soit pas nous tout le temps qui devons le faire pour eux. Je pense que ça. L'autre grande question, puis ce qui est ressorti aujourd'hui, la dernière chose, c'est on a beaucoup parlé d'équité. En pédiatrie sociale, ce qu'on vise, c'est une équité. Et l'équité, ça ne veut pas dire éradiquer la pauvreté, parce que ça, c'est impossible. Les écarts, ils sont là, ils augmentent, ils risquent d'augmenter encore, mais si on est capable de rendre équitables les outils de développement d'enfants, on va déjà avoir réussi, on va avoir obtenu un grand succès. Alors, il faut travailler non pas sur la pauvreté, mais sur l'équité. C'est un grand principe de pédiatrie sociale. Je vous laisse là-dessus. Je voulais remercier Jean-François. Grâce à lui, il y a eu une animation absolument géniale. Remercier bien sûr tous les panélistes. Et je dois vous dire que je suis très fier de vous. Vous avez été comme à la vraie école, assis, en écoute et un peu interactif. Demain, on vous veut encore plus interactif. Merci.